Vous Bonjour. êtes la patronne des cuisines Schmitt, mais aussi Cuisinella. En effet. Qui n'a pas refait sa cuisine depuis le confinement? Le marché a explosé. Le marché a explosé pendant le confinement parce que les gens étaient chez eux, ils se sont rendus compte que c'est bien d'être bien chez soi Que et ils se c'était sont fait moche. Ils ont plaisir. fait le tour de chez eux. C'est ça. Et Et bah, ils se sont dit, je veux mieux vivre. Et si on peut les aider à mieux vivre chez eux, on est très heureux, nous aussi. J'ai quand même le groupe Schmitt, c'est quand même 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2030, c'est votre objectif. C'est l'objectif. Aujourd'hui, on est combien? On est à combien? Aujourd'hui, on est à 650 à peu près. Ouais, 2021. voilà, exactement. Et vous allez investir beaucoup d'argent, 150 millions d'euros, j'ai vu d'ici 2025. Pourquoi? Parce que je me dis, quand on fait des cuisines, c'est un produit, qui peut paraître relativement standard. Après, il y a les designs évidemment qui sont différents. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'investir autant d'argent? C'est beaucoup, 150 millions d'euros. Alors, on investit à peu près dans les moyennes 50 millions d'euros par an, Ouais, à la fois dans nos outils industriels, comment on peut être plus performant, plus économe en matière, en énergie, etc. Donc, des sites plus performants, aussi plus ergonomiques pour les collaborateurs qui y travaillent. D'accord. Mais on investit aussi beaucoup dans le digital, évidemment, dans le digital à la fois dans le monde de l'industrie pour être à nouveau plus performant, mais aussi le digital pour une meilleure expérience client, puisque tout le monde le sait que le digital vient changer la façon dont le client s'approche des marques. On a beaucoup d'investissements dans ces domaines-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va maintenant construire soi-même sa cuisine sur un C'est ordinateur? le plan en 3D, la visualisation de sa pièce. Alors le digital, c'est vraiment ce qu'on appelle l'omnicanal. C'est comment on permet aux clients d'avoir le parcours d'achat qui leur correspond. Ouais. Si je veux démarrer chez moi en ligne, comment je peux faire? S'il y a des choses que je veux faire à distance avec mon vendeur, comment je peux faire, etc. Donc c'est vraiment comment on peut construire un parcours qui est complètement personnalisé en fonction des envies de chaque client. Et pour ça, il faut des outils digitaux qui viennent compléter le concept magasin. Pourtant, vous avez ouvert 40 magasins. Alors on ouvre pas mal de magasins parce Ouais. qu'on pense qu'il y a une vraie place encore pour le relationnel en fait. Dans un achat aussi impliquant, on va changer la vie des gens en faisant en sorte qu'ils sont mieux chez eux. C'est un achat très impactant et ils ressentent beaucoup le besoin d'avoir un contact avec D'accord. le produit, le conseil, etc. Notre métier, c'est vraiment un métier de conseil pour que les gens se sentent mieux chez eux. Alors, en termes de positionnement, Schmitt, on se trouve où? Moyenne gamme et Cuisinella un petit peu en dessous. C'est quoi? Alors Schmitt, c'est vraiment du moyen haut de gamme. C'est vraiment la marque, la valeur sûre en fait pour le client qui veut se faire plaisir, un produit innovant, de la sécurité, du conseil, etc. Donc moyen haut de gamme. Et à Cuisinella, on est vraiment dans le moyen de gamme. C'est le client qui veut faire un achat malin, très accessible pour lui aussi, avec toutes sortes de solutions astucieuses pour vivre de façon plus écologique. Donc c'est vraiment des positionnements différents. Alors, j'ai vu que votre montée en puissance, puisque votre objectif, c'est le milliard de chiffre d'affaires en 2030, va passer par pas mal d'embauches encore. On était tout à l'heure avec Merck qui va embaucher plus de 800 personnes. Vous allez embaucher 300 à 400 personnes. C'est vraiment une région, l'Alsace, où on se trouve aujourd'hui, très dynamique. Et malgré la crise qui nous menace, on voit que toutes les entreprises ont un programme, une feuille de route extrêmement ambitieuse. D'abord, est-ce que ça vous fait peur, ce qui nous attend sur le plan économique? Et deux, est-ce que vous trouvez les talents dont vous avez besoin ici? Alors c'est vrai que l'Alsace, c'est une terre d'industrie. Enfin, cette région du Rhin-Supérieur. 20% des salariés sont dans l'industrie, c'est énorme. C'est vraiment une terre d'industrie. On a un vrai savoir-faire et donc aussi un réseau de sous-traitants qui nous permettent de développer ce savoir-faire. Alors il y a des vrais enjeux sur l'attractivité, c'est clair. Comment est-ce qu'on attire des talents en Alsace? Comment on les maintient dans nos entreprises? On a d'ailleurs toutes sortes de projets coopératifs entre entreprises pour dire comment est-ce qu'on en fait un terreau d'attractivité et surtout comment est-ce qu'on travaille aussi dans notre écosystème pour que les conditions de vie soient agréables. Donc pour nous, l'attractivité, c'est évidemment maintenir des collaborateurs et les faire venir chez nous, c'est évidemment avoir des conditions de travail qui sont agréables pour eux. Donc on travaille beaucoup sur les conditions de travail, le cadre de vie. On a un projet qui s'appelle Inspiring Working Spaces où on retravaille tous nos espaces de travail pour s'adapter au mode de coopération d'aujourd'hui. On met des cuisines dans les open space. On met des espaces de vie qui font à la fois, parfois vous avez besoin d'être pour vous concentré, d'autres fois vous êtes en télétravail, vous avez besoin d'être sur des projets, etc. Donc les espaces de travail évoluent aussi, mais aussi bien en prod qu'on peut faire en production dans le monde industriel que dans la partie administrative. Mais c'est aussi des modes de management qui évoluent avec des collaborateurs qui ont d'autres attentes. Donc ça, c'est vraiment important. Comment est-ce qu'on permet aux gens de s'impliquer davantage dans les projets de l'entreprise? Mais c'est aussi comment on travaille sur notre territoire pour que ce soit attractif, qu'il y ait une vie culturelle intéressante, qu'il y ait des universités intéressantes. Donc on est mécène de chaire à l'université de Strasbourg pour attirer des talents dans la région, etc. Donc les industriels ont beaucoup l'habitude de s'investir dans le tissu, que ce soit social, culturel, etc. pour en faire une terre attractive, on va dire. Vous voulez vous faire certifier Bicorp. C'est encore important, ça change quelque chose vis-à-vis notamment des talents et du recrutement. C'est exigeant quand même. Alors nous, on a toujours dit l'habitude de dire que le développement durable, c'est dans nos gènes, puisqu'on a envie que l'entreprise est une entreprise familiale et on a envie qu'elle soit encore là demain pour les générations de collaborateurs, de clients, etc. qui viennent. Et donc naturellement, on a toujours été très orienté sur ces axes-là. Et on a vraiment la conviction que l'entreprise de demain, elle sera sincèrement engagée dans la RSE ou elle sera pas là. C'est vraiment une conviction forte de l'entreprise. Et on s'est posé la question de se dire mais comment est-ce qu'on peut prouver notre engagement? Parce qu'on a toujours eu cette démarche d'aller dans des certifications, que ce soit pour l'environnement, pour la qualité de vie, etc. Et Bicorp nous paraît une démarche
démarche intéressante parce qu'elle est très pushy, quoi. Enfin, c'est un challenge qui est important, mais ça nous permet de rester dans des standards assez élevés en matière de RSE sur tous les aspects de l'entreprise, depuis la gouvernance jusqu'aux produits qu'on utilise. Et ça nous permet aussi de nous benchmarker. Nous, on croit beaucoup à l'ouverture. On voit l'entreprise comme une plateforme qui est ouverte vers toutes sortes d'écosystèmes, fournisseurs, clients, autres partenaires. Et Bicorp, ça permet d'échanger avec d'autres entreprises qui ont des ambitions probablement sincères, parce que c'est tellement exigeant qu'il vaut mieux être sincère si on c'est ça. Il faut être sincère aussi, vous le disiez, pour les talents, cette génération qu'on appelle Z, et qui a des exigences très différentes des précédentes. Vous en parlez, il faut effectivement leur promettre qu'on va, par son travail, créer un monde meilleur. C'est vraiment un discours que vous entendez beaucoup quand vous faites des recrutements? Alors, on sent vraiment ce besoin d'avoir un impact, en fait. On sent des collaborateurs qui disent, nous, on a envie d'avoir un impact sur la stratégie de l'entreprise. C'est aussi certains qui viennent, par exemple, de grands groupes qui disent, on se sent noyé, des difficultés de prendre des décisions. Donc, ils cherchent la décision rapide, être capable de tester des trucs. Nous, on est vraiment dans ce que moi j'appelle, ce qu'on appelle l'esprit Shoshin, entre guillemets. C'est comment est-ce qu'on teste, comment est-ce qu'on peut favoriser la culture du test and learn, du 20-80, être plutôt dans l'itération, on essaye, ça marche, etc. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces cultures très digitales, très start-up. Donc, ça, on sent que c'est très important. Mais on sent aussi beaucoup de la part des collaborateurs le besoin de ressentir, est-ce que sincèrement cette entreprise elle est vraiment engagée en matière de RSE ou est-ce que c'est un peu de greenwashing. Et ça, je pense qu'on peut pas faire semblant, en fait. Les collaborateurs le voient tout de suite et c'est un vrai facteur d'attractivité. C'est-à-dire quand on est sincère dans nos engagements, on a d'ailleurs ce qu'on appelle une plateforme ACT dans laquelle les collaborateurs, que ce soit les collaborateurs de nos clients, les nôtres, peuvent poster des actions qu'ils ont menées en matière de RSE. Depuis, je fais la maraude dans mon quartier pour donner à manger aux gens, ou je mène des actions, par exemple pendant le Covid, il y en a un qui a imaginé un système de recyclage des masques pour faire des fournitures scolaires pour les enfants. Et de pouvoir dire, je peux faire des actions RSE dans mon entreprise, en collectif, en individuel, c'est hyper engageant pour les collaborateurs. Mais comment vous traduisez ça dans le business? C'est-à-dire que ça, c'est l'engagement de l'entreprise, mais dans la fabrication de cuisine, comment vous dites, quel est le sens que vous donnez à travers ça? Alors, déjà, beaucoup de nos clients sont regardants sur d'où viennent les produits. Donc, nos fournisseurs, c'est des fournisseurs plutôt de proximité, donc c'est des fournisseurs européens. On est d'ailleurs labellisé Relations Achats et Fournisseurs Responsables parce qu'on pense qu'ils sont aussi importants que nos collaborateurs et nos clients, nos fournisseurs. Tout à l'heure, on reçoit Siat, c'est un de vos fournisseurs ou pas? C'est pas un de nos fournisseurs. Ils sont très engagés. C'est une super belle boîte d'ailleurs. Voilà. mais c'est pas nos fournisseurs. Mais donc on regarde ça de très près. Nos clients sont regardants aussi sur les conditions de production, etc. Donc la notion de c'est fabriqué en France dans des bonnes conditions, c'est important. Mais aussi le produit, c'est-à-dire que on a des gammes, on sort des gammes qui sont complètement éco-conçues, des gammes qui sont 100% recyclées, et on sort aussi toutes sortes de produits qui sont des astuces pour que les clients puissent consommer de façon plus responsable. Comment je peux gérer mon vrac dans une cuisine, comment est-ce que je peux conserver, par exemple, on a développé un petit meuble pour conserver vos légumes en dehors du frigo parce que c'est une consommation énergétique qui est inutile, etc. Donc on les aide aussi dans leur consommation responsable, et ça c'est un critère d'achat qui peut être important pour beaucoup de clients. Un mot de la conjoncture, parce que vous êtes un acteur économique important de cette région, vous êtes près de l'Allemagne aussi qui est en difficulté économique peut-être encore plus importante que les nôtres. Est-ce que vous restez très optimiste sur les prochains mois ou est-ce que vous êtes inquiète aujourd'hui? Alors c'est sûr qu'on est passé d'une période d'euphorie complète en 2021 à un début d'année qui était encore très très actif, et on sent clairement que le marché est en train de, on va dire que c'est plus taciturne pour le dire comme ça. Et alors nous on pense que c'est aussi beaucoup d'opportunités pour des entreprises comme nous, parce que dans ces périodes-là, nos clients ils recherchent des marques parce que c'est rassurant. Ils cherchent des leaders qui ont la capacité d'être encore là demain dans des bonnes conditions. Donc déjà, il y a ce facteur de réassurance. Et pour nous, on se dit, admettons, contexte d'inflation, est-ce que votre argent, il est mieux dans une banque ou il est mieux dans un bien durable si vous refaites votre habitat? Enfin, on a des vrais arguments aussi pour dire aux clients, faites-vous plaisir. Enfin, dans ces périodes-là, désépargner et consommer. Les gens ont de l'épargne, et on peut être une alternative intéressante. L'épargne est grignoter 6-7% dans votre par bien an. immobilier. Exactement. Voilà. Donc on a des arguments. Alors certes, la période est difficile, elle risque de l'être encore un peu, mais c'est aussi l'opportunité de se réinventer. La contrainte rend créative. Donc là, on a des contraintes. Comment est-ce qu'on travaille autrement? Comment est-ce qu'on accède aux clients autrement? Donc il y a toujours des opportunités. Le client, il a des opportunités, mais il est aussi serré quand même dans son budget. Vous avez une inflation, vous aussi, des matières premières. Vous subissez ça. Vous avez augmenté les prix là ou pas? Alors, on a augmenté nos prix. Alors, on les augmente. On absorbe une partie de cette hausse d'inflation, nous, dans nos coûts. Et on essaie de faire en sorte que toute la chaîne de valeur puisse jouer une partie de son rôle pour que le produit reste accessible pour le client. On a des solutions de financement aussi pour nos clients qui vont devenir de plus en plus attractives, je pense, pour les clients, de se dire, tiens, finalement, est-ce qu'il n'y a pas des moyens de financer ça autrement? Donc oui. C'est une augmentation de combien à peu près sur une cuisine Schmitt de base? Alors, sur une cuisine Schmitt de base, alors c'est difficile à dire parce qu'en fait, nous, on n'est pas maître des prix qui sont appliqués aux consommateurs, puisque nous, on vend au travers d'un réseau de concessionnaires qui sont évidemment des indépendants. Donc nous, on n'a
n'a pas le droit de dicter des prix. Donc, je pense que tout le monde joue une partie du jeu pour qu'on ait quelques pourcents de hausse, mais clairement, la hausse qu'on a appliquée, elle n'est pas celle de l'inflation. On contient une partie de cette hausse pour être capable de rester attractif.